La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est votre invitée, Audrey Caspomarin. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. L'épidémie de grippe a déjà fait plus de 1000 morts. Combien de victimes précisément ? 1100 en surmortalité par rapport à ce qui est attendu dans un mois normal. Mais nous savons que chaque année, la grippe tue en général plus de 10 000 personnes. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me bats pour la vaccination des personnes âgées et des soignants. Vous dites 1100 morts, c'est normal ? Je ne peux pas le dire parce que j'attends les chiffres en fin d'épidémie. Donc nous verrons après la consolidation. Aujourd'hui, toute la France est en zone d'épidémie. Donc nous sommes au pic probablement. Et nous verrons à la fin du mois quels ont été effectivement les taux de mortalité. S'agit-il d'un virus de la grippe particulièrement virulent ? Alors il y a 2 virus qui circulent et c'est de plus en plus le cas, c'est pour ça qu'on a un vaccin qui essaye de couvrir différentes souches. Sur le vaccin classique, sur le virus classique, la souche A, le vaccin couvre à peu près 50% des gens, et sur l'autre virus qui circule, la couverture est très médiocre à 20%, ce qui peut expliquer les mauvais chiffres. Oui, 20% c'est très bas. Est-ce que donc le virus est pas vraiment efficace sur cette souche-là ? Est moyennement efficace. Le vaccin c'est pour ça que les gestes de protection, c'est-à-dire se laver les mains, tousser dans sa manche, éviter de postillonner, tous ces gestes de barrière qu'on conseille sont vraiment très importants, notamment quand le vaccin est très peu efficace. Donc on doit éviter de se le transmettre les uns aux autres. Il n'y a pas moyen de faire un autre vaccin plus efficace ? Mais le problème, c'est que chaque vaccin est un pari. On est obligé de parier sur les souches qui vont circuler 6 mois avant que le premier virus n'apparaisse dans le monde. Vous savez, c'est le temps de fabriquer un vaccin, il faut plusieurs mois. Et donc, les industriels parient sur les mutations qui vont venir. Donc, de temps en temps, le pari est gagné. De temps en temps, il est moyennement gagné. Parfois, pas du tout. Dans un centre de soins du Loiret, 6 personnes sont décédées, dont 2 membres du personnel soignant. Aucune de ces personnes n'était vaccinée ? Les 2 soignants n'étaient pas vaccinés. Par contre, les personnes âgées, certaines d'entre elles l'étaient. Mais on sait que chez les gens très âgés, le vaccin est très peu efficace parce que leur système immunitaire fonctionne très mal pour répondre à la vaccination. C'est pour ça que les soignants dans les hôpitaux, dans les EHPAD, doivent être vaccinés eux-mêmes. Il n'y a pas d'obligation pour protéger. Il y en a eu une, elle a été supprimée il y a quelques années. Vous allez la rétablir ? Aujourd'hui, j'ai demandé un effort particulier, notamment aux ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des kinésithérapeutes, pour qu'ils fassent une campagne pro-vaccin. Je verrai quel a été le taux de couverture cette année des soignants. J'espère qu'ils comprennent leurs responsabilités. Si vraiment ça ne progresse pas, peut-être que nous en reviendrons à l'obligation. Agnès Buzyn, la femme qui aurait tué 10 personnes en mettant le feu à un immeuble du 16e arrondissement de Paris a fait 13 séjours en hôpital psychiatrique en 10 ans. 13 en 10 ans. On l'a laissée en liberté à cause du manque de place dans les hôpitaux psychiatriques ? Je ne peux pas le dire pour ce cas particulier. Il y a des pratiques qui sont assez différentes d'un hôpital à l'autre. C'est un des problèmes que j'ai souligné quand j'ai commencé à me préoccuper de la psychiatrie en arrivant dans le ministère. En réalité, vous avez des écoles avec des écoles qui gardent beaucoup les malades, d'autres au contraire où on les traite beaucoup en ambulatoire. Le cas particulier de cette femme fait l'objet d'une enquête, donc aujourd'hui je ne peux rien dire. En 20 ans, 55 000 lits ont été supprimés en France. C'est aussi pour cela qu'on laisse sortir des patients qui peuvent devenir dangereux ? Non, le traitement ambulatoire est recommandé dans beaucoup de pathologies parce qu'il permet une meilleure réinsertion des personnes. Donc ça n'est pas parce qu'on ferme des lits qu'on met les gens dehors, c'est parce qu'on a des recommandations qu'il faut traiter les gens chez eux, que progressivement, on a supprimé des lits. En fait, on ne souhaite plus avoir des hôpitaux psychiatriques remplis de personnes qui passent leur vie. Et donc ça, ce sont des changements de pratique, en réalité, qui sont survenus il y a quelques années. Mais on a quand même l'impression que les Français atteints d'une maladie psychiatrique sont négligés par les pouvoirs publics. Non, alors certainement pas, puisque c'est vraiment un des dossiers que j'ai pris à bras-le-corps. Et vous disiez que c'était le parent malade, oui, en arrivant. En arrivant au ministère, je me suis rendu compte qu'il y avait eu très peu d'investissement dans la psychiatrie depuis 30 ans. Des hôpitaux souvent délabrés, pas tous, heureusement. Des pratiques trop divergentes d'un hôpital à l'autre, ça n'est pas normal. Il doit y avoir une harmonisation de la façon dont on prend en charge les gens. Pas assez de médecins formés pour les hôpitaux, pas assez de pédopsychiatres. Donc j'ai mis
énormément d'argent sur la table. Dès l'année dernière, 50 millions d'euros ont été débloqués en fin d'année. Cette année, ce sera 100 millions d'euros pour redynamiser la psychiatrie française, former de jeunes médecins et surtout former des pédopsychiatres, parce qu'il vaut mieux traiter les gens quand ils sont adolescents, jeunes, plutôt que d'attendre qu'ils soient très malades. Agnès Buzyn, tout le monde sait bien que dans la vie, l'essentiel, c'est la santé. Pourquoi alors la santé n'est-elle pas l'une des 4 problématiques majeures du grand débat? Alors d'abord, ça émerge énormément dans les débats. Moi, à chaque fois que je me déplace, justement, il y a des demandes, mais parce que les 4 thématiques ont été proposées, mais nous savons très très bien que les Français s'empareront évidemment des thématiques qui les touchent et rien n'est pas fermé. l'une des 4 problématiques du gouvernement. Mais parce qu'en réalité, la réforme est déjà en cours. C'est-à-dire que quand j'entends les gens parler de la santé, j'étais à un grand débat à Trappes dimanche, en réalité, ils soulignent des constats qui ont déjà été faits à mon arrivée, sur lequel on a une réforme qui se met en place avec une loi santé qui va être, j'espère, votée en mars au Parlement et qui justement traite de toutes leurs problématiques d'accès aux soins. Donc c'est la raison pour laquelle ça n'est pas prioritaire par rapport aux autres thématiques, parce que c'est déjà traité par le gouvernement. Les inégalités sont au cœur des discussions. Alors par exemple, faut-il priver d'allocations familiales les ménages les plus aisés et donner davantage aux plus modestes? Je vous prends un exemple. Un couple de 2 enfants qui gagne 8 000 euros touche 40 euros d'allocation familiale qui ne leur sont pas très utiles, alors qu'une famille modeste avec un seul enfant ne touche rien. Alors c'est légal, mais est-ce que c'est juste? Alors c'est un sujet qui revient régulièrement à chaque fois qu'on discute du financement des allocations familiales. Faut-il supprimer ces 43 euros pour le 2e enfant dans des familles très aisées? C'est vrai que les familles qui les touchent considèrent que ça n'a pas d'intérêt, et je suis moi-même, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a cependant... Donc vous pourriez revenir là-dessus? Moi, chaque année, je me pose la question. En réalité, je trouve que c'est une belle question de société, parce que ce que disent ceux qui défendent le fait que tout le monde doit toucher des allocations familiales, c'est que ces ménages les plus riches sont ceux qui cotisent le plus en termes de prestations familiales. Et donc, il faut qu'ils puissent en bénéficier un peu, sinon ils ne pourront plus adhérer à l'impôt. Et donc, si on redistribue tout ce qui est cotisation familiale, certains craignent qu'on remette en cause l'universalité de la sécurité sociale. Donc c'est un débat de société que moi je suis prête à ouvrir et à discuter avec les citoyens très sincèrement. Agnès Buzyn, une centaine de personnalités vous demandent de lever le voile sur le nombre de manifestants et de membres de forces de l'ordre hospitalisés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est un chiffre qui est secret ? Non, ça m'exaspère en réalité qu'on dise ça. Heureusement, les hôpitaux reçoivent tout le monde. Tout le monde sans trier, mais ne et sans ficher. Pas les blessés des manifestations, par exemple, un médecin qui soigne un malade, et notamment un urgentiste qui va voir un malade, il va le voir pour une blessure, donc il va connaître sa blessure, mais il ne va pas identifier si la personne est une force de l'ordre ou un gilet jaune ou même un passant qui a couru et qui s'est blessé. Et heureusement, c'est le serment. Par exemple, 20 personnes éborgnées par des LBD, selon les Gilets jaunes, ça c'est vous pouvez un problème confirmer ? spécifique que je souhaite discuter avec la Société française d'ophtalmologie. Je vais les recevoir parce qu'ils m'ont alerté sur beaucoup de blessures à l'œil. Ce problème-là spécifique, je vais le regarder avec eux. Mais de connaître le nombre de personnes hospitalisées qui seraient soit des Gilets jaunes, soit des forces de l'ordre, ça n'est pas comme ça que les hôpitaux fonctionnent. Et heureusement, et je ne demanderai jamais aux soignants de ficher les malades qui arrivent. Agnès Buzyn, hier soir, vous avez reçu un prix lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale, le prix du trombinoscope. C'est un peu les Césars de la politique. Vous venez d'être élu meilleur ministre de l'année 2018. Qu'est-ce que vous avez de plus que Jean-Michel Blanquer ? C'était lui l'an dernier. Il aurait pu gagner le prix une deuxième fois. Il aurait pu peut-être gagner le prix une deuxième fois. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus. En tous les cas, je fais de la politique à ma manière. C'est-à-dire que je suis une femme de la société civile. Je n'avais jamais fait de politique avant. Je ne veux pas changer ma personnalité. Et donc, j'essaie de faire de la politique dans l'action, en faisant des choses pour les citoyens. Et visiblement, ça a été reconnu hier. Cette façon de faire de la politique a été reconnue. Et j'en suis très reconnaissante au jury. Merci Agnès Buzyn. Merci. Madame la ministre, vous êtes enrhumée ? J'ai une trachéite. Ce n'est pas la grippe, je suis vaccinée. Vous êtes ministre de la Santé, vous avez des médicaments. Sinon, essayez le miel. Le miel et le citron, ça marche aussi. Merci. Merci d'avoir été notre invité pour l'interview d'Audrey Crespo-Mara ce matin sur Europe 1.